Bonsoir, mesdames, messieurs. Laurent Loti est historien des idéologies, des imaginaires et des idées scientifiques et politiques au Centre national de la recherche scientifique et il est président d'honneur de la Société française pour l'histoire des sciences et de l'homme. Il travaille sur les conditions de la découverte scientifique, sur nos représentations de l'individu de la société et sur l'humanisme de l'imprimerie au numérique. Ses travaux sur la lumière, les sciences et les fictions prônent une paradoxale indisciplinarité au service d'une imagination politique et juridique mélioriste. Voilà pour la présentation. Bienvenue, mon cher ami. Merci. Ce soir, nous voulons parler d'un livre de Rétif de la Bretonne. Il a vécu entre 1734 et 1806, paru en 1781 en 4 volumes avec le titre La découverte australe par un homme volant ou les dédales français. C'est un titre curieux car à l'époque, le déplacement par vol n'était encore guère d'usage. Voilà donc déjà un côté utopique de ce roman de notre soirée. Mais avant d'entrer dans les détails, nous voudrions te demander, cher Laurent, si tu pourrais nous donner un rapide résumé de ce roman. Bon, alors, rapide, ça va pas être facile puisque le texte fait 1000 pages et le roman ne fait que 500 pages. Le reste, il y a encore plein d'autres choses après le roman. Mais je vais vous évoquer d'abord le roman de la découverte australe par un homme volant ou le dédale français en vous montrant en même temps des images. Est-ce que tu peux, Henri, alias Heiner, me permettre de partager l'écran? Attends. Oui. C'est possible? Oui. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager peut-être tout l'écran. Et puis, attendez, alors excuse-moi, je vais faire mon petit rangement. Laissez-moi un instant. Il faut que je masque des choses, que je range plein de choses et que je vous montre les premières images. Voilà. Non, je ne vais pas commencer comme ça, mais ici. Alors, tout commence par le récit du jeune Victorin. Vous le voyez ici prendre son envol. Il a inventé une machine à voler, on en reparlera sûrement plus tard. Et comme il ne peut pas se marier avec la jeune femme qu'il aime, Christine, qui est à gauche, là, vous la voyez. Vous voyez bien? Oui. Il n'y a pas de problème? Oui. D'accord. Ça se passe au début du XVIIIe siècle, nous raconte en fait un homme venu d'Australie qui raconte ça à plus ou moins à l'auteur, disons, qui s'appelle pas Rétif de la Bretonne, mais qui s'appelle, enfin son nom est dit à l'envers, vous verrez pourquoi plus tard, Nicoèdme Fiter. Donc un Australien nous raconte que Victorin, il y a au moins 2 générations, a inventé une machine à voler, a enlevé sa chère Christine grâce à cette technique extraordinaire qui fait de lui une espèce de grand oiseau, et a pu l'emmener, pardon, j'ai du mal en même temps à regarder les images et vous raconter l'histoire, mais je vais y arriver, a pu l'emmener dans un mont inaccessible, où il finit par créer une petite communauté dans laquelle il peut, contrairement à toutes les règles de la société qui l'en empêchent, se marier avec Christine, avoir des enfants, faire venir une troupe d'une douzaine de personnes qui, grâce à des métiers divers et variés, permettent à toute la petite communauté du Mont Inaccessible de vivre et de vivre heureuse. Il édicte un certain nombre de lois et voilà une espèce de première utopie, comme on a appelé cela à la suite du texte Utopia de Thomas More. Et puis, après avoir vécu pendant une vingtaine d'années dans ce mont inaccessible dans le Dauphiné, qui permet encore une fois d'échapper aux lois de l'ancien, aux règles, aux coutumes de l'ancien régime, et notamment à la difficulté de se marier avec quelqu'un qui n'est pas
du même monde ou du même ordre que lui, voilà que Victorin décide avec ses enfants devenus grands de partir à la découverte des terres australes, un continent encore méconnu, en tout cas très méconnu vers 1720, le moment où se passe l'histoire, mais qui sera, j'en reparlerai plus tard peut-être, quasiment découvert, enfin finalement découvert au moment même où Rétif écrit tout cela. Mais lui, ce qu'il découvre, ce sont des terres imaginaires. Et le voici à découvrir en plein hémisphère austral des hommes de nuit. Il y a des gravures assez extraordinaires d'un graveur qui s'appelle Binet et qui a beaucoup travaillé avec Rétif de la Bretonne. Ce sont des hommes et des femmes de nuit, ou femmes et hommes nocturnes qui voient très mal le jour, mais qui voient magnifiquement bien la nuit. Et les hommes volants, vous les voyez ici avec leurs ailes repliées, les découvrent, finissent par rebaptiser l'île, donc là en colonisateur, si on peut dire, île Christine, du nom de la reine Christine enlevée à ma gauche là sur l'écran. Et ils s'installent là et font venir plus tard un bateau entier rempli d'Européens qu'ils sont revenus chercher pour créer une société beaucoup plus importante que celle du monde inaccessible. Et puis, dans un deuxième temps encore, ces voyageurs découvrent des géants patagons. Et là, on est à cheval entre le mythe et ce qu'on pourrait appeler la science, mais il vaudrait mieux parler, disons, de savoir de tous les voyageurs qui ont voyagé à l'époque et auparavant en Afrique, en Amérique latine parfois, et ont rencontré des peuples comme ceux qui s'appellent les Patagons. Mais on est à cheval, on est proche aussi du mythe, puisque les Patagons sont censés être beaucoup, enfin, il est censé avoir existé déjà des géants, hein, comme aussi dans les mythes grecs, pardon, ou antiques. Hein, bon. Et Victorin organise le mariage entre sa descendance et une femme patagone, Ishmitris, qui est beaucoup plus grande et qui sont beaucoup plus à la fois grands et savants. Et c'est une manière, j'y reviendrai aussi, de pratiquer un eugénisme dit positif, consistant à améliorer la race ou l'espèce, comme vous voulez. Il faudra que je revienne aussi sur ces termes. Bon. Et donc là, il y a une scène de mariage avec des Patagons, et puis là, c'est la grande cérémonie dont on pourrait, qui peut-être rappelle des éléments soit de franc-maçonnerie, soit de... Bon, il y a un mélange de christianisme et puis de religion de la nature dans cette fiction. Alors, vous voyez là le jeune homme descendant de Victorin avec une Patagone. Mais ce n'est pas tout. Les voyageurs continuent, grâce à leurs ailes volantes, à faire voyage après voyage et à découvrir peu à peu une série d'îles en faisant tout le tour de l'hémisphère austral, plus ou moins le long d'un parallèle, et découvrir des îles peuplées d'hommes animaux, comme par exemple ces hommes singes, qui, bien sûr, comme tous les singes, ressemblent beaucoup à des hommes, surtout si là, ce sont des hommes singes. C'est très difficile de comprendre ce que ça veut dire que des hommes singes dans le texte de Rétif et dans les gravures aussi. Mais on va aller vers d'autres animaux et on va comprendre mieux, enfin, hommes animaux, de quoi il s'agit. Donc là, voici des hommes ours, donc à mi-chemin entre l'homme et l'ours, ou la femme ours et l'ours au féminin. Et en fait, ce sont, pour Rétif, des êtres animaux qui ont atteint le stade de l'humanité et qui auraient pu exister ou qui ont pu exister en Europe, mais qui ont été détruits par des êtres plus évolués. C'est-à-dire qu'il y a toute une théorie chez Rétif, mais à travers une fiction, sur des rapports de force en fait entre des races ou des espèces qui font que ce sont les hommes que nous connaissons en fait dans nos contrées qui ont pris le pouvoir sur les autres et qui ont empêché les autres de se développer. Mais comme dans l'hémisphère austral, ils étaient isolés et tranquilles, disons, eh bien, différentes espèces d'hommes animaux se sont développées indépendamment et ont atteint le stade de l'humanité. Et puis, il y a aussi des croisements. C'est-à-dire que si c'est difficile à comprendre, c'est que il est possible aussi que des hommes ours aient couché avec des femelles humaines, disons, et que ça ait donné
enfin tout est possible dans les théories biologiques avant la lettre de Rétif de la Bretonne. Donc un homme-chien, ça peut être le croisement d'un homme et d'un chien, ou bien ça peut être un chien qui a atteint le stade de l'humanité. Voilà, je fais défiler, il découvre de nombreuses îles, les hommes cochons, l'île des hommes et des femmes taureaux, l'île moutonne, et vous voyez à chaque fois les hommes ailés qui les découvrent, l'île des hommes castors. Alors vous voyez comment, avec beaucoup de gentillesse, les hommes volants d'origine européenne s'occupent des hommes et des femmes castors, mais il y a en même temps quelque chose de terrible et qui correspond à la colonisation de l'époque, c'est que les castors servant en fait à... Enfin, après leur mort, on récupère leur peau, et il y a toute une vente de peau de castor à l'époque. Et bien là, les hommes castors, après leur décès, on se sert aussi de leur peau dans l'hémisphère austral, de la découverte australe. Je passe sur les hommes boucs, qui rappellent un peu une robinsonnade. Bon, c'est une histoire longue et complexe. Les hommes chevaux, avec... En fait, Rétif est très connu pour... pour ses textes libertins. Disons, quand on ne le connaît pas, on le connaît comme auteur d'œuvres libertines. Et dans la découverte australe, il n'y a quasiment aucun libertinage, sauf dans les gravures où ça ressurgit beaucoup. Et voici les hommes ânes, que je ne commenterai pas davantage et que je vous laisse observer avec intérêt, mais pas jusqu'au bout, car il faut savoir patienter. Voici les hommes grenouilles et encore les hommes serpents et femmes serpents qui ne sont pas, comme évidemment, en référence à la Bible. Tu as encore une phrase pour le résumer. Alors, pour la dernière phrase, je dirais qu'après les hommes éléphants, qui sont assez magnifiques, j'aurais aimé les agrandir beaucoup, mais je vais essayer de ne pas mettre un point tout de suite à la fin de ma phrase, et les hommes lions qui ressemblent au roi de... Rétif s'inspire beaucoup de Buffon, hein, au roi de la nature. Voici enfin, pour finir, la rencontre avec les méga Patagons, qui eux habitent exactement à l'opposé de la France, dans la capitale qui s'appelle Sirap, palindrome de Paris. Et les méga Patagons sont tellement sages qu'ils vont apprendre aux hommes européens bien des choses qu'ils ne connaissent pas sur la nature et la société, et qui leur servira ensuite à proposer une constitution qui elle-même pourra être améliorée, constitution qui sera proposée à tous les hommes animaux qu'ils ont rencontrés auparavant. Voilà, et là c'est une autre histoire, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, on laisse les images pour l'instant, je voudrais savoir quel genre présente ce roman. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est une... Comment pourrais-tu nous expliquer le genre du roman de Rétif de la Bretonne? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre pour la raison suivante. C'est que je viens d'évoquer rapidement ce roman qu'on dirait aujourd'hui utopique, hein, qui se déroule sur 3 générations et qu'il faudra appeler donc un roman utopique. On pourra parler peut-être tout à l'heure du fait que il y a des éléments scientifiques, et beaucoup même dans ce texte, si bien qu'on pourrait appeler ça aussi de la science-fiction aujourd'hui. Le terme date, c'est science fiction, je crois, enfin, ça apparaît au début vers 1910, mais en fait la science-fiction date, sans le mot, hein, de bien avant les textes du XXe siècle ou les textes de Jules Verne, et le texte de Rétif de la Bretonne, la découverte australe, est en grande partie, peut être considéré après coup comme un texte de science-fiction. Mais si la chose est encore beaucoup plus compliquée pour ce drôle de texte, ce texte si étrange, c'est qu'après, bon là je vais répondre très vite, et après je répondrai plus en dialogue peut-être avec Rainer ou Henri. Après ce roman qui fait 500 pages, se trouvent des textes qui sont comme des textes encyclopédiques. Voilà. On dirait aujourd'hui scientifiques. Il les appelle, lui, des notes historiques. Mais le terme d'histoire est utilisé, par exemple, à l'époque,
en 1781 pour parler de l'histoire naturelle, et on dirait aujourd'hui sciences naturelles. Donc ce sont des notes historiques qui présentent l'histoire de toute l'évolution du cosmos depuis les théories de l'Antiquité jusqu'aux théories des mégapatagons qu'on a vu tout à l'heure, de sa fiction, qui sont en fait ses théories à lui, de Rétif. À quoi s'ajoute la lettre d'un singe, qui est une lettre écrite par un homme singe qui revient de l'Australie. Nous allons y revenir. À quoi s'ajoutent des notes sur la lettre d'un singe, dans lesquelles Rétif en fait reprend 100 ou 200 pages de textes qu'il prend à des sortes de manuels de l'époque, des compilations, disons, qui eux-mêmes reprennent des récits de voyage. Et Rétif, à travers ses notes, veut montrer que ce qu'il y a de plus délirant dans sa fiction, et il le sait bien, hein, il a beaucoup d'imagination, et il s'en amuse beaucoup. Par exemple, les mégapatagons qui vivent à Sirap, ils ont sur la tête un chapeau qui ressemble à des chaussures. Hein, tout est inversé. Donc il a beaucoup d'humour, il sait très bien qu'il invente, il est le premier à le savoir. Mais en même temps, il veut nous faire comprendre que ces théories, par exemple sur les hommes animaux, ne sont pas si fausses que ça, ou que les singes sont assez proches de l'homme, ou que l'homme vient du singe, hein, en fait, bien avant Darwin, bien avant que ça ait tant de succès avec quelqu'un comme Darwin, tant de succès et aussi tant d'effets provocateurs. Il reprend plein de petits récits de voyageurs des siècles passés qui montrent que les singes sont très intelligents, qu'il y a probablement eu des croisements d'hommes et d'animaux, etc. Et puis le texte n'est pas encore terminé parce qu'après cela, il y a la dissertation sur les hommes bruts qui sont des notes sur le roman. Et à chaque fois qu'il y a des hommes animaux qui sont évoqués ou des géants, ou eh bien, Rétif renvoie encore à des textes scientifiques ou de voyageurs ou plus ou moins mythiques aussi, et aussi à ses propres textes, pour dire en quoi ça n'est pas si farfelu que ça, ou en quoi les fables peuvent dire la vérité, une certaine vérité, qui parfois va plus loin que celle des savants de l'époque qui sont encore un peu aveugles. Et quand on croit que tout est terminé avec ces notes encyclopédiques qui suivent le roman, il y a encore un autre univers qui s'ouvre, et dont il faut essayer de comprendre quel rapport il peut avoir avec le roman initial. Et ça correspond à l'image que vous voyez juste là, en face de au milieu de mon écran. C'est la séance chez une amatrice, qui cette fois-ci s'éloigne beaucoup de l'hémisphère austral puisqu'on est revenu à Paris, se passe au temps présent, disons, vers 1780, et réunit auprès d'une femme qui tient ce salon, de nombreux savants et artistes qui, chacun, lisent un texte dans ce salon. Et peut-être j'en reparlerai plus tard, mais ce sont des textes très, très variés et étonnants qui semblent ne pas avoir de rapport avec tout ce qui précède et qui font en fait un écho avec ce récit. Donc pour finir, de quel genre est donc ce texte? Disons que ça serait un récit. Rétif parle de son roman comme d'un roman physique. Et la meilleure traduction aujourd'hui, ça serait texte de science-fiction. Parce que physique veut dire à la fois, enfin, ça désigne à la fois la nature et la science de la nature. Donc c'est un roman scientifique qui est complété par une sorte d'encyclopédie sur les hommes et les animaux et les singes et le cosmos, et complété encore par des satires qui font partie en fait du roman utopique. Voilà, impossible de dire le genre en un seul mot. Vous l'avez vu, j'ai pas réussi. Un nouveau genre, un genre, en fait, un terme clé de Rétif de la Bretonne est le terme soit d'original, soit de singulier. Il dit qu'il a écrit une série d'idées singulières. Il a écrit plusieurs livres qui sont des projets de réforme, qui sont des idées singulières. Et donc c'est un genre singulier. Et puis nous avons parmi nous là ici Françoise Le Borne qui a écrit une thèse entière sur la question des genres chez Rétif de la Bretonne. Donc elle pourra peut-être en dire un mot tout à l'heure lors de
la discussion, mais je pense qu'elle ne sera pas en désaccord avec moi pour dire que c'est un peu difficile de désigner le genre de chacun de ces textes. Est-ce que je retire le partage des images ou... Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Mais Henri n'est plus. Je suis d'accord pour retirer le partage des images. Si Oui, parce que ça permet de nous voir davantage, de nous voir tous. Ah, Henri, on ne t'entend pas. Heiner, tu es muet, c'est pour ça que le chef d'orchestre n'est... Ou c'est moi qui n'entends rien, non? Non, n'entends rien non plus. Moi non plus, je Je n'entends parle. rien. Vous m'entendez? Alors, Oui, vous m'entendez? là, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Oui, Oui. oui. Laurent, nous avons parlé de la technique. Il construit une machine à voler il a construit une machine à voler très en avance de son temps. Et tu m'as promis de lire une page où il décrit la machine à voler. Oui. Alors, je vais le faire. Alors, vas-y, Alors, du coup, vas-y. je vais repartager un peu l'écran pour que vous voyez en même temps la beauté de la typographie de texte de cette époque. Ah, Oui, ça y Heiner, est, tu peux partager. d'accord. Alors, où est-ce que je vais la trouver là? Attendez. Bon, je vais repartager tout mon écran et je vais mettre en... Alors, voici Qu'est-ce que je veux lire? Le premier texte, voilà. Attendez. Voilà, alors ça, c'est toute une histoire encore, parce que c'est encore plus complexe ce texte, et il y a toujours chez Rétif, ou souvent chez Rétif une ou deux pages. Oui, il y a des préfaces qui expliquent que l'auteur n'est pas vraiment l'auteur Rétif de la Bretonne, mais que c'est un autre auteur. Là, c'est censé être une œuvre posthume, donc ça, ce sont les toutes premières pages de l'édition corrigée, modifiée, censurée, disons. Voici le premier volume, et voici, attendez, je vais vous mettre ça à côté, la présentation de la première estampe. Oui, et ce texte, tu nous le lis, s'il te plaît. Oui. Victorin, prenant son vol de la pointe d'un rocher du mont inaccessible pour aller à la découverte australe. Ses ailes sont déployées, son parasol pointu, ouvert. Attendez, je voudrais retrouver la première image. La voici. C'est ça que je suis que Rétif est en train de décrire et moi de l'interpréter comme un acteur ou un musicien. Ses ailes sont déployées, son parasol pointu ouvert et ramenant le vent afin de faire avancer l'homme volant. Il repousse le parasol fermé dans l'estampe suivante. On voit vers la tête la baleine de soutien et les deux cordons de ressort. Ceux de retenue tiennent aux dents du parasol, la tête de l'homme est couverte d'un bonnet de poils solidement attaché. Victorin est vêtu d'un habit juste, il faut comprendre, bien ajusté au corps, dans la forme de ceux de matelot, qu'on fait aujourd'hui porter aux enfants. Les cordons de retenue des ailes tiennent aux bras. Ces ailes garnissent les deux côtés du corps, depuis le haut des épaules jusqu'au bas des jambes. Elles sont de fort taffetas, soutenues par des baleines et mises en jeu par un ressort placé sous la poitrine, qui est mue par une sangle de soie, laquelle tient à un cordon qui passe sous la plante des pieds et qui est contenu le long des jambes et des cuisses par de petits anneaux de buis. La sangle fait mouvoir le ressort, qui communique à de petites dents latérales destinées à mettre les ailes en action. Victorin est dans l'attitude de donner le mouvement à sa machine, en allongeant une jambe et pliant l'autre. Son panier de provisions pend à sa ceinture, et on voit flotter la sangle qui doit lui servir à porter ce qu'il enlève, etc. En principe, nous voulions parler sur un écrivain et nous découvrons un mécanicien. Et oui, alors, Victorin a un vrai besoin de construire cette machine parce qu'il veut enlever Christine. On a déjà vu la photo où il enlève Christine et il la porte
sur le mont inaccessible où ils font toute une communauté. Et cette description contient chez Rétif de la Bretonne aussi une sorte de la critique de la société et en même temps une utopie. Nous en avons déjà parlé. On devrait parler aussi sur le thème du colonialisme ou même du racisme comme Rétif. Et comment Rétif de la Bretonne se positionne-t-il? Ici encore une fois, il est très avance sur son temps. Oui, alors j'essaie de réagir à ce que tu dis. Bon, surtout peut-être autour du mot-clé d'utopie. Mais d'abord, je voudrais redire une chose sur la transition entre cette image technique là et l'utopie. Donc, en fait, ce qu'on a appelé utopie à partir du texte de Thomas More, qui date de 1516, on a dit que ça n'existait plus, en gros, que ce n'était plus un genre littéraire à partir de la Révolution française. Parce que la Révolution aurait remplacé, disons, le besoin d'imaginaire utopique, sous-entendu idéal impossible, comme un idéal impossible. Et bon, et une jeune amie qui m'a fait le bonheur de me demander de la diriger pour sa thèse, Anne-Rosane Morel, et avec qui j'ai travaillé, et j'ai travaillé avec d'autres personnes que j'évoquerai tout à l'heure pour l'édition de la découverte australe qui n'est pas terminée, là, mais on essaye de faire ensemble une édition critique. Donc Anne-Rosane Morel a fait une thèse sur l'utopie pendant la Révolution française, et alors qu'on disait que ça n'existait plus, parce qu'on abandonne les rêves utopiques anciens, archaïques, et on passe à la vraie politique, notamment avec la Révolution française, bon, eh bien en fait elle a découvert une soixantaine d'utopies, de fictions utopiques pendant la Révolution française. Et puis, on a dit ensuite que l'utopie était abandonnée parce qu'on passait au genre littéraire de la science-fiction. Et en fait, la science-fiction, c'est la suite de l'utopie. Et les textes utopie, étaient pour une grande partie des textes de science-fiction, sauf que ce n'était pas forcément les mêmes sciences que ce qu'on imagine aujourd'hui. La technique jouait un rôle majeur, comme dans toute société, d'une manière ou d'une autre. Mais bien sûr, on a le sentiment, et pas à tort, que la technique bouleverse absolument le monde, disons, avec la révolution industrielle au XIXe siècle. Mais les techniques agricoles qui font passer d'une période à une autre dans les temps préhistoriques, c'est absolument essentiel. Et là, la technique, par exemple, de Victorin qui permet le vol, lui permet de voler, d'enlever sa bien-aimée, mais lui permet aussi de découvrir l'hémisphère austral. En fait, il invente ça. Tu disais, Henri, qu'il est très en avance sur son temps. Quand il invente cette machine à voler, il l'invente quelques années avant que les montgolfiers réussissent à faire voler des montgolfières. Et c'est assez délicat l'expression de... Enfin, est-il en avance sur son temps? Moi, quand j'ai d'abord beaucoup travaillé avec des historiens des sciences, il était, disons, en gros, il était à la mode, il y a peut-être une cinquantaine d'années, de dire qu'il ne fallait que, et peut-être auparavant encore, que des gens pouvaient être en avance sur leur temps. Il a été ensuite à la mode de dire que c'était une grave erreur de penser que des gens sont en avance sur leur temps parce qu'ils sont toujours de leur époque, de leur temps, et qu'il est impossible de sortir de son époque. Et moi, je crois qu'il faut être plus subtil avec ça et comprendre à la fois que on est forcément évidemment de son temps, mais que des pensées minoritaires ou des auteurs singuliers peuvent percevoir plus tôt que d'autres des changements à venir, ou bien être sensibles plus que d'autres à des processus, des phénomènes que d'autres ne sentent pas ou ne voient pas, ou bien avoir une imagination telle, et c'est un des propres de ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature ou les arts, qu'ils songent à l'avance à des choses qui ne sont pas encore, disons, réalisables. Bon. Et donc, Rétif, à la fois, il est de son temps, parce que beaucoup de gens rêvent à l'époque de
rendre enfin possible le vol. Il y a les montgolfiers, mais il y en a d'autres encore. Jean Starobinski a écrit un livre entier sur les, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais sur l'imaginaire autour de 1789, et il mettait en évidence, il vient de décéder, qu'il y avait tout un imaginaire du vol à cette époque. Et en même temps, Rétif invente à l'avance, par exemple, l'usage du vol pour espionner ou pour faire la guerre. Il en parle pendant la Révolution française, bon, etc. Sur l'utopie et la science-fiction, je pense que c'est important à retenir, c'est que, en fait, on a des adversaires de l'imagination politique et de textes comme celui de Thomas More, qui invente donc la première utopie qui s'appelle Utopia, en grec, le lieu qui n'existe pas, le monde qui n'existe pas. Ils ont été plusieurs à vouloir faire croire qu'on ne pouvait pas imaginer un monde meilleur que notre monde. Et le terme d'utopia, en fait, en 1516, n'était qu'un nom propre, le nom du texte de Thomas More. Et c'est seulement au début du XVIIIe siècle que, en français, Leibniz, allemand comme vous savez, mais parlant la langue, disons, universelle ou impérialiste de l'époque, c'est-à-dire plutôt le français, enfin, pour avoir du succès, il écrivait en français, Leibniz, en même temps qu'il a défendu aussi l'usage de la langue allemande dans les sciences. Leibniz invente le nom commun utopie pour dire que c'est une vaine chimère, un idéal impossible, parce que Dieu ayant tout fait au mieux, à l'optimum, c'est l'origine du mot optimisme, eh ben on ne peut pas inventer mieux que ce qui a déjà été fait. Et ça veut dire aussi qu'il faut se soumettre au monde tel qu'il est. Au même moment, 5 ans avant, Mandeville, en Angleterre, invente le mot utopia comme nom commun pour dire la même chose. Et tout le monde s'est mis à croire aujourd'hui, et dans peut-être toutes les langues du monde, parce que tout ça, ça circule. J'avais cherché pour l'indonésien, bon, par exemple, au hasard. Tout le monde a en tête aujourd'hui qu'une utopie, c'est un rêve impossible. Or, une utopie, c'est pas un rêve impossible, à l'origine du moins. Ça, c'est ce qu'ont voulu faire croire leurs adversaires. C'est un texte littéraire et philosophique et politique qui critique le monde réel et qui présente et qui joue comme dans un roman, à présenter un monde meilleur ou idéal, et c'est pas pareil d'ailleurs, meilleur ou idéal, parce que idéal, c'est vraiment impossible, et meilleur, c'est possible, je vous donne mon point de vue, mais c'est pas difficile de le partager, au moins pour cela. Soit un monde idéal qui se présente comme un paradis, soit plutôt un monde meilleur, et il est présenté dans ce qu'on appelle une fiction utopique, comme s'il existait déjà. Et c'est ça la force extraordinaire de l'invention de Thomas More. Et Rétif refait la même chose ici. Oui. Pardon. Alors Rétif de la Bretonne sait allier d'une manière surprenante la réalité. Il profite de ses dons d'observation et de l'imaginaire. Son roman prouve donc que la littérature a aussi une côté de prédication, n'est-ce pas? Oui, c'est... Je réagis d'abord à ton propos en disant que je crois qu'une des grandes puissances de l'œuvre de Rétif de la Bretonne, mais je ne la maîtrise pas entièrement parce que il a écrit, je crois, si je me trompe pas, ou Françoise corrigeant, mais 200 volumes. Donc c'est gigantesque et chaque texte est d'une originalité assez extraordinaire, ou presque chaque texte peut-être. Mais pour moi, ce qui m'intéresse le plus dans son œuvre, mais peut-être ce qui est une de ses singularités, c'est d'être à la fois un très grand observateur et peut-être on pourra en reparler plus tard, quelqu'un qui observe la société de façon aussi extraordinaire qu'un journaliste, et c'est justement l'époque où va se développer le journalisme, en tout cas pendant la Révolution française, ou un sociologue, le mot n'existe pas encore, mais on l'a attribué par exemple à Balzac, et Rétif, de ce point de vue-là, prépare Balzac, qui l'a d'ailleurs lu, comme Victor Hugo aussi, comme beaucoup d'autres.
Donc, c'est un grand observateur ou spectateur, ce sont des termes qu'il emploie aussi pour son œuvre, et en même temps, c'est un très grand réformateur. Et c'est quelqu'un qui est très préoccupé par la compréhension du monde dans lequel il vit, et qu'il découvre avec d'autant plus d'étonnement qu'il vient du monde paysan et qu'il monte à la ville, qu'il vient d'un monde de laboureurs et qu'il devient auteur. Et donc, comme il est comme un étranger à ce monde qu'il découvre, ou comme ces étrangers que les philosophes des Lumières imaginent, là, les ingénus, les Hurons, les Candides, bon, il observe tout cela, et en même temps, mécontent de ce qu'il voit, c'est un grand réformateur, quelqu'un qui propose des projets de réforme, et qui les propose parfois et souvent en romancier, c'est-à-dire en faisant croire que la réforme est déjà établie ou qu'elle pourrait l'être, ce qui en fait suscite l'imagination. Donc oui, c'est une relation entre l'imaginaire et la réalité qui est stupéfiante dans la rencontre puissante qu'il opère. Merci bien. 20 ans après la fondation de la communauté sur le monde inaccessible, il parle, comme tu nous as déjà dit, à la découverte des îles australes. Le monde des animaux qu'il décrit évoque les thèmes d'eugénisme et de transformation. Et après tout, il me paraît que Lamarck a bien lu le roman de Rétif, n'est-ce pas? Alors là, j'ai l'impression que tu joues à… Tu sais, comme je sais que… Bon, là, tu m'interviews et j'en suis très heureux et très fier, mais je sais que tu as déjà interviewé aussi Diderot, hein, en direct, hein, Balzac aussi, je crois. Et donc là, tu spécules un peu, tu imagines comme Rétif en imaginant qu'il a lu Lamarck. Alors en fait, à ma connaissance… Non, pardon, que Lamarck a lu, là, je fais pire que toi. Que Lamarck a lu Rétif. Alors en fait… bon, ce qui tourne autour du transformisme ou l'évolutionnisme, pour employer le mot moderne, qui venait pas d'ailleurs de Darwin, mais de Spencer, qui a fait connaître davantage, enfin, qui a développé qui a fait connaître encore plus Darwin, disons, et puis peut-être aussi l'allemand Haeckel. Le transformisme ou l'évolutionnisme, et puis l'eugénisme, je vais en reparler, ce sont des thèmes très importants dans ce texte. Et d'ailleurs, enfin, c'est un texte que j'ai découvert quand j'étais tout jeune, qu'on m'a mis dans les mains pour écrire une maîtrise là-dessus, ou ce qu'on appelle aujourd'hui un master. Et je l'ai trouvé tellement compliqué, moi qui adore les textes compliqués, qui normalement, tout de suite, je fonce dessus, que j'ai même pas osé faire une maîtrise là-dessus. J'ai fait ça sur autre chose, et sur les théories. C'était beaucoup plus facile à lire, les théories philosophiques et scientifiques de Rétif, qu'il écrit 10 ans après, sur le transformisme ou l'évolutionnisme, et l'eugénisme. Et à l'origine, peut-être que je me suis surtout intéressé à ce texte à cause de ça. Que se passe-t-il dans ce texte? Par une fiction, Rétif se met à imaginer, d'autres l'avaient fait un peu avant, mais c'est lui qui systématise ça, que les formes animales, hommes compris, disons, se transforment. Le mot d'évolutionniste n'existe pas encore, le mot de transformiste n'existe pas, lui il parle de perfectionnement, il parle de métamorphose parce qu'il s'inspire aussi il est nourri de Ovide. Et avant le succès de Lamarck en France, dont on dit qu'il est l'inventeur d'une théorie générale du transformisme, disons vers 1801, 1809, ça dépend des textes, avant l'immense succès de Darwin qui a totalement fait oublier tous les autres, en fait, il y a des gens qui ont commencé à imaginer une transformation des espèces. Par exemple, un auteur que Rétif utilise beaucoup en le recopiant dans ses notes historiques, mais en le trafiquant, en le modifiant un peu aussi, Benoît de Maillet, qui est l'auteur du Téliamède, vers 1700, enfin c'est publié après sa mort, mais c'est écrit vers 1720, et Rétif invente en fait la première, disons, fiction et théorie
du transformisme. Mais c'est plutôt, j'hésite encore, il faut que je relise en fait le roman pour mieux comprendre encore. Bon, je suis sûr de moi quand je dis que en 1796, quand il écrit ce qu'il appelle Ma physique ou La physique, à ce moment-là, quelques années avant Lamarck, mais en fait, en même temps que plein d'autres gens, c'est même thème que tout à l'heure avec l'idée, est-ce qu'il est en avance ou pas sur son temps? En fait, en 1796, il sort une théorie qui paraît farfelue et qui n'est pas du tout acceptée par le monde savant, parce que c'est pas un biologiste, le mot est inventé en 1801, mais c'est pas un naturaliste, c'est un écrivain étrange, bizarre, qui n'est pas dans les normes, hein, et qui invente des théories un peu folles. Bon. Quelques années après, quelqu'un de beaucoup plus sérieux, connu pour être très fixiste, anti-créationniste, Dieu a tout créé, a créé tous les êtres de manière figée et pas du tout, ne se transformant pas. Lamarck, finalement, finit par penser qu'il y a une transformation des êtres les plus simples vers les êtres les plus complexes. Pardon, je voudrais juste ajouter une chose avant que tu me poses une question, et heureusement que je préfère te laisser la parole, même si je parle beaucoup, mais je suis enchanté que Henri me pose des questions, parce que je sais que, on l'a déjà fait ensemble, et grâce à toi, Henri, je peux me sentir confiant dans ma capacité à improviser, parce que c'est toi qui guides, et sinon j'ai la trouille et je dois tout écrire à l'avance. Alors, encore une phrase. Encore une phrase. En fait, avec un texte aussi bizarre et étrange que la fiction de la découverte australe de Rétif de Bretonne, on arrive à comprendre comment et pourquoi on invente le transformisme ou l'évolutionnisme. Alors que quand on lit les savants les plus sérieux, eh bien, on ne le voit pas. Ils cachent leur motivation et ce qui est à l'origine de l'invention de ça. Voilà. Merci. Nous parlons des tu nous as déjà parlé des découvertes. Il passe d'île en île. Tu nous as déjà montré les hommes éléphants et les hommes grenouilles. Et on devrait parler aussi de la lettre du singe au 2e volume, je crois. Oui. Et plus qu'un manifeste, n'est-ce pas? Mais nous avons déjà vu cette image. Tu veux que je le remontre? Oui, avec plaisir. Oui, vas-y. Ah non, on n'a pas vu encore l'image qui a été oubliée par la Bibliothèque nationale de France là, dans la série des images que j'ai montrées. Oui, l'image ça va venir tout de suite. Oui, de la lettre d'un singe. Oui. L'homme singe écrivant la lettre d'un singe. Vas-y. Voilà. Voilà. Superbe. Oui, voilà, très bien. Alors, vous arrivez à le lire là tout en bas, c'est César de Malacca. Ah, oups. César. On a perdu le. Vous me permettez, Laurent, tu me permets de dire rapidement dans 1 minute, dans 10 secondes, bonjour à Klaus, qui est mon frère, qui vient d'arriver. Enchanté, Klaus, mais je ne vois plus ni ton écran, ni Klaus, ni personne. Voilà le mosaïque. Nous sommes actuellement 21. Mais je ne vois plus la mosaïque, je ne vois plus rien. Moi, j'ai regardé l'écran pendant longtemps, mais ça a coupé là. Pardon? J'ai vu l'écran pendant longtemps et là, je ne le vois plus, effectivement. Vous devriez voir maintenant le mosaïque. Ah voilà, ça y est. Enfin, moi, je revois la mosaïque. Oui, voilà, tout le monde, tous les participants. Est-ce que je remonte cette image? Je reviens à cette image et tu vas nous lire le texte, l'extrait de la lettre du singe, s'il te plaît. Oui, d'accord. Donc voilà, vous voyez en bas la légende rédigée par Rétif de la Bretonne en dessous de l'image de Binet, B-I-N-E-T, du graveur Binet, César de Malacca écrivant aux animaux de son espèce. Je lis le début. Oui. Attends, du coup, comme tu partages l'écran, je ne peux plus partager le mien et ça fait rien. Donc, je le lis sur une feuille. Donc, c'est César de Malacca.
entre la Chine et la côte de Coromandel, de présent à Paris, grande ville d'Europe, capitale du peuple français, dans une maison qui donne sur le Palais Royal. À ses frères, les babouins, encore aux indomptables Pongo, je crois que c'est les orang-outans de l'époque, mais j'en suis plus très sûr, Njokos, mandrilles, marmots, anthropomorphes, vous ne le voyez pas là parce que je ne peux pas vous montrer l'image, mais à chacun des noms d'espèces de singes, Rétif attribue une petite note et ensuite il y aura des notes en tout 100 pages sur les différentes espèces de singes. Au baris, bec de lièvre, cynocéphale, mamonet, léocéphale, sagouin et sapajou, tête de mort, garibas, catouilla, macacos, Esquimas, Bugès, singe élorant et non élorant, papios, rieur, vulpocéphale, généralement à tous les singes sans queue ou cercopithèques, qui ont le malheur de vouloir imiter l'homme et auxquels ils donnent le nom de singe ou d'imitateur, soit libres dans les forêts de notre pays natal ou réduits chez les hommes dans un triste esclavage, salut, joie, bonne nourriture, repos et liberté. Voilà, merci beaucoup. Il y a un tas de remarques à faire autour de la découverte d'Australie. Rétif était le premier à la découvrir. Je vais essayer de te répondre, mais attends, Henri, tu allais trop vite pour moi sur le transformisme et l'eugénisme et sur la lettre d'un homme singe. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Excuse-moi, il faut que tu complètes tout de suite tes remarques sur la lettre d'un singe. Excuse-moi. Merci. Non, c'est pas grave du tout. Mais oui, je vais parler de la lettre d'un singe et puis je vais revenir au transformisme et à l'eugénisme. Attends, je ne sais plus par où passer, mais bon, dans la lettre d'un singe, Rétif de la Bretonne donc prend pour porte-parole un homme singe qui va faire une diatribe. Tu disais que c'était plus qu'un manifeste, enfin, c'est vraiment un morceau d'éloquence assez extraordinaire. Beaucoup de philosophes des Lumières avaient donné la parole à des gens, à des hommes sauvages, disons. Et Rétif invente quelque chose d'encore plus singulier. Il donne la parole à un homme singe. Un singe qui est en fait un métis, résultat croisé d'un singe et d'une femme chinoise en l'occurrence. Et dans une autre version, c'est un descendant encore au second degré de ce type de croisement. Et voilà qu'alors que le roman, qui finalement est un roman, j'en ai pas encore parlé, mais bon, assez sexiste, c'est un petit peu compliqué la question du sexisme ou du féminisme chez Rétif, mais enfin bon, c'est quand même assez clair. Bon. Colonialiste, mais Rétif, dans le roman, s'oppose violemment, ou dans les préfaces, au colonialisme violent et meurtrier qu'il attribue aux Espagnols et aux Portugais, pas à tort d'ailleurs, et il prône ce que les gens du XVIIIe siècle ont plutôt en tête à l'époque, c'est-à-dire l'acte de civiliser les peuples rencontrés et qui n'ont pas la puissance technique des peuples européens. Donc ça peut être considéré comme très positif et progressiste, ou au contraire considéré comme une horreur déguisée de manière hypocrite en geste généreux. Et tous les débats d'aujourd'hui sur ce qu'a été le colonialisme sont encore en jeu là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Rétif raconte son récit, son roman, à la troisième personne, en gros, bon, il n'y a quasiment personne qui le raconte, ou en fait c'est un Australien qui fait le récit à l'auteur qui lui-même l'écrit, on a quand même l'impression que les espèces ou races, j'emploie un terme, ou les variétés, si vous voulez, ce serait le meilleur terme, d'hommes rencontrés sont quand même très inégales, et qu'il y a les hommes volants qui sont très supérieurs, même s'ils rencontrent des patagons encore plus supérieurs et des méga patagons encore plus supérieurs. Et puis, les hommes animaux rencontrés dans les îles, c'est une magnifique théorie sur la transformation des espèces, mais dans ces îles, en réalité, dans les îles
du véritable hémisphère austral, à l'époque, n'habitent pas des hommes animaux, mais des êtres humains que Rétif remplace par ces hommes animaux imaginaires. Mais du coup, les hommes animaux sont des animaux qui sont arrivés au stade de l'humanité, mais on pourrait dire aussi que c'est des humains, enfin dans la réalité, non plus dans l'imaginaire, des humains qui sont encore un peu en stade animal. Et dans ce cas-là, on est face à une forme de racisme par hiérarchisation des races ou des espèces ou des variétés. Mais dans la lettre d'un singe, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est celui qui est considéré comme inférieur, qui prend la parole et qui explique à quel point les hommes civilisés ont des défauts, ou pire que des défauts, à quel point leur lumière les rend malheureux. Alors, ils ont conscience de la mort, ils ont conscience, ils ont la religion, mais cette religion a été totalement dévoyée. Ils font du mal entre eux, ils pratiquent l'esclavage, ils traitent très mal les hommes qu'ils colonisent, ils traitent extrêmement mal les animaux. Et cette fois-ci, c'est un regard totalement inverse et très, disons, politiquement libérateur et contre toute forme d'oppression et de domination. Et, ouais. Et je voudrais savoir, il y a beaucoup de remarques autour de la découverte de l'Australie. Rétif était le premier à la découvrir. Alors justement, c'est… Deux phrases. Oui, mais tu sais qu'il nous reste une demi-heure avant qu'il y ait une discussion d'une demi-heure. Hein. Je sais, mais j'ai encore 3 autres questions où je crains tes réponses très longues. Une autre fois, c'est moi qui t'interviewe, bref. Je viens de parler du rapport entre imaginaire et réalité pour la découverte de l'hémisphère austral. C'est assez extraordinaire. C'est en fait au moment exact où Rétif écrit son livre que les terres australes sont enfin définitivement et totalement découvertes, si on peut dire. C'est-à-dire que tout ce qui était fantasme et mythe depuis l'Antiquité sur on ne voit pas là l'image, je ne sais pas pourquoi, Adrien Chapelle, mais je travaille avec Adrien Chapelle qui est ici présent et qui a beaucoup, c'est lui qui a le plus enquêté, ah bah tiens, soudain Adrien Chapelle surgit, enquêté sur le mythe des terres australes pour qu'on édite ensemble la découverte australe. Il y a les voyages de Bougainville, français envoyés par le roi, hein, la monarchie française. Il y a les voyages de Cook envoyés par la monarchie anglaise. Et en fait, dans le cadre d'une concurrence entre ces différents empires, c'est Cook qui découvre le plus de choses finalement. Mais Bougainville découvre Tahiti, par exemple, peu avant Cook. Et du coup, je raccourcis mes phrases et mes idées. J'ose pas parler du supplément au voyage de Bougainville de Diderot, qui est assez extraordinaire et qui fantasme sur la liberté sexuelle des Tahitiens, tout en montrant que c'est pas si simple que ça. Rétif se sert d'un espace encore imaginaire, comme plus tard des gens avec la Lune et d'autres planètes. Hein. Même la Lune, en fait, c'est avant il y a déjà des voyages dans la Lune au XVIIe siècle, par exemple. Mais il s'en sert pour mettre en place son imaginaire et son rapport à la réalité, juste au moment où ça risque d'être trop tard parce qu'on ne peut plus imaginer, parce que ça y est, on a découvert enfin les choses. Et chose extraordinaire, on parlera tout à l'heure peut-être du fait qu'il y a une édition et puis ensuite le censeur qui intervient, il est obligé de modifier des choses. Il y a un moment, il doit retirer 3 pages de son édition parce qu'il doit faire des coupes. Et dans ces 3 pages, comme il sait pas quoi en faire, on peut imaginer, il sait très bien quoi en faire. En fait, il met dans ces 3 pages blanches un extrait de la traduction du second voyage de Cook qui vient d'être réalisé. Et il fait tout pour. Donc, on essaye d'expliquer ça dans des notes. C'est pas facile aussi que ça prenne pas plein de place et il faut que le texte ait plus, que les lecteurs aient le plaisir de lire le texte sans être avalé par toutes les notes, disons. On essaie d'expliquer comment Rétif fait tout pour faire croire
que ces personnages fictifs ont découvert ces terres-là juste avant Cook. Mais l'Australien qui raconte tout à l'auteur, c'est quelqu'un qui, après avoir voyagé avec les hommes volants, finit par revenir en bateau avec Cook et ses marins. Donc, c'est vraiment à cheval entre les deux. Voilà. Je n'aime pas trop la méthode de l'homme et l'œuvre, mais il serait quand même temps de savoir quelques détails sur l'auteur de la découverte australe. Il est originaire d'une famille de paysans. Il devient imprimeur à Auxerre, un observateur acharné du monde, on en l'a déjà dit. On dirait aujourd'hui un sociologue avant la lettre. Oui. Qu'est-ce que nous devrions aujourd'hui savoir de Rétif de la Bretonne pour mieux saisir la portée de son roman dont nous parlons ce soir? Tu as 6 minutes. Mais non, c'est pas vrai, on a 30 minutes. Non, parce que... alors, je vais prendre un peu plus de 6 minutes parce qu'en te répondant sur l'auteur, je vais en fait parler aussi en même temps des théories transformistes et évolutionnistes et eugénistes dont je n'ai pas encore parlé. Et je vais partager l'écran pour montrer une superbe image. Est-ce que je peux? Oui. La voilà. Attends. Non. Oui, tu peux. Oui, merci. Voilà. Vous voyez, là, c'est une gravure, si je ne me trompe pas, de Binet aussi, qui se trouve en frontispice, c'est la première image, juste après les pages de titre, d'un autre ouvrage extraordinaire qui vient d'être réédité récemment par Pierre Testu, T-E-S-T-U-D, que j'ai entrevu là, mais il a des problèmes techniques et son écran, je ne sais pas s'il est resté, il sera peut-être là, il pourra intervenir tout à l'heure. Pierre Testu vient d'éditer en plusieurs volumes Les Nuits de Paris. Et cette première image met en scène Rétif lui-même, qui, dans Les Nuits de Paris, écrit entre 1788, enfin non, les premiers volumes sont publiés en 1788, et ensuite il y a une suite en 1794. Et là, et le sous-titre, c'est Les Nuits de Paris ou le spectateur nocturne. Et d'ailleurs, il y a une fausse édition enfin, qui en fait l'observateur nocturne. Rétif est là avec son manteau célèbre, son chapeau assez célèbre aussi, et au-dessus un hibou. Et on le voit mal, mais il y a des petites scènes là ici à gauche de la gravure et d'autres à droite. Et Rétif se met en scène en hibou parce que il se représente enfin, il est lui-même le hibou, spectateur nocturne, qui observe la vie de ses contemporains urbaines, citadines, de nuit, et qui connaît toutes les vices et les vertus des uns et des autres. Et qui, comme un hibou qui voit mal le jour, mais qui voit très bien la nuit, va pouvoir éclairer de son regard ses contemporains. Et j'ai fini par surgir de mon esprit cette formule. Je vais arrêter de partager parce que sinon je ne vous vois pas et je n'arrive pas à bien vous parler. Voilà. Rétif se pense comme le hibou ou l'homme de nuit des Lumières, c'est-à-dire celui qui grâce à son itinéraire, à ses origines paysannes, à ses origines ensuite, enfin à son parcours d'ouvrier typographe, c'est-à-dire qu'il a reçu une éducation qui lui a permis ensuite d'aller travailler comme ouvrier typographe. Il y avait dans la Société Rétif de la Bretonne quelqu'un qui vient de décéder à presque 100 ans, qui s'appelle Michel Lequesne, qui était très passionné par Rétif de la Bretonne et qui était, m'a-t-il dit lui-même, un autodidacte qui a beaucoup écrit d'ailleurs sur les voyages de Christophe Colomb, sur l'utopie, un grand savant et en même temps un grand engagé trotskiste.
et aussi surréaliste, et bon, dont la passion pour l'art a toujours, je crois, lui a toujours évité d'être dogmatique, disons, bon, qui a travaillé dans le monde des typographes. Et les typographes, ça peut être des gens autodidactes d'une culture gigantesque, immense. Rétif est un ouvrier typographe, devient un imprimeur. Il a lu beaucoup, et il pense que, enfin, il se met en scène plutôt, hein, comme celui qui éclaire son époque et éclaire ses contemporains philosophes qui, pense-t-il, sont eux-mêmes en partie aveugles. Et je vais vous lire un texte à ce sujet, si vous voulez bien, et je vais essayer de le lire en vous faisant croire que je l'invente ou que je le connais par cœur, alors qu'en fait je le mets sur mon écran, comme vous savez les... Est-ce qu'il est vrai que Rétif de la Bretonne a composé ce texte dans son atelier d'imprimerie sans passer par de manuscrits? Ça, on se raconte cela. Oui, alors pour ce texte-là, j'en sais rien du tout. Enfin, non, je crois pas que c'est lui qui l'imprime. Pour d'autres, je sais pas, peut-être Françoise qui est là ou Jean-Michel Andro, non, il a dû partir pour répondre. Il est encore là. Mais il y a Claude Klein aussi qui connaît bien le de Rétif. Mais Rétif, de toute façon, a travaillé sur les cases d'imprimerie, hein, comme on dit, en faisant varier beaucoup aussi la taille des lettres selon les émotions qu'il voulait faire ressentir. Hein. Et enfin, je ne sais pas si c'est une légende ou une réalité, désolé, mais enfin, il a probablement, de toute façon, il a imprimé lui-même certains de ses textes et il a dû peut-être parfois modifier et corriger, comme nous on corrige aujourd'hui sur notre ordinateur, directement à l'imprimerie. Oui, je voulais pas t'arrêter. Maintenant, la lecture de L'Homme de nuit. Oui. Alors, j'introduis un peu ce texte. C'est un texte très étrange. Il se trouve dans la Séance chez une matrice. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'à la fin de ce roman, suivi de textes encyclopédiques, il y a encore une série de satires, enfin, ou de critiques de la société. Critiques de l'ordre des médecins, critiques de l'ordre des savetiers, critiques des avocats, critique des mœurs des jeunes gens libertins, proposition de loi pour permettre, ça s'appelle la loterie, aux filles pauvres de pouvoir se marier en ayant une dot grâce à une loterie. Le dernier texte, le tout dernier texte de ces 1000 pages, c'est un petit conte, Le Ménétrier et les loups, qui raconte comment un jeune, je ne sais pas s'il est jeune, un campagnard, mais je pense à Rétif jeune, qui a vécu à la campagne, parvient à échapper au danger d'une meute de loups en leur jouant de la musique. Et donc là, c'est le côté positif de l'utopie, disons que c'est l'éloge de la musique de Gluck. Et par là, en fait, Rétif, avec ce tout dernier petit texte de quelques pages, fait comprendre que la civilisation, qui peut être très négative, critiquée dans la lettre d'un singe, pourrait progresser jusqu'à devenir très positive sur les conseils, par exemple, des méga-patagons, et qu'elle comporte aussi de merveilleuses choses comme la musique sublime de Gluck, une musique d'opéra qui fait de la civilisation quelque chose qui permet de dominer ses passions, jusqu'aux passions meurtrières ou aux passions sexuelles. Et puis, dans la séance chez une amatrice, il y a un texte qui paraît être complètement encore ailleurs et encore plus bizarre, étrange, qui s'appelle L'Homme de nuit. Et cet Homme de nuit, quelques années après, il est republié au tout début des Nuits de Paris. Et L'Homme de nuit, c'est aussi un autre mot, un autre nom pour désigner le hibou ou rétif. Dans les sciences naturelles de l'époque, l'homme de nuit, c'est l'homme nocturne. Et vous vous rappelez que Rétif a
Donc, imagine que Victorin découvre d'abord l'île des hommes de nuit et des femmes de nuit. Là, je reviens à la fiction. Les hommes de nuit chez Linné, qui a placé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité les hommes à côté des singes en inventant le mot de primate. Enfin, je crois que c'est lui qui l'invente. L'homme nocturne ou l'homme de nuit, en gros, c'est l'homme des cavernes, l'homme préhistorique. Mais l'homme de nuit, c'est aussi dans l'imaginaire du XVIIIe siècle, l'albinos, qui voit très mal le jour et qui voit la nuit et qui peut-être voit mieux même que les autres la nuit, c'est-à-dire comme le hibou. Et l'homme de nuit, c'est aussi, comme c'est l'homme des cavernes, l'homme inférieur, mais qui pourrait avoir des qualités supérieures, comme l'homme singe ou le sauvage. Et maintenant, je vais vous lire ce que Rétif écrit. J'ai fait des coupes pour que ça ne dure pas trop longtemps, que ça dure 5 minutes, sur l'homme de nuit. Donc c'est un petit morceau de... Comment dire? Il place ça au début des Nuits de Paris et il le fait lire à ses lecteurs et à la lectrice fictive à qui Rétif lit ses textes. Et puis, dans La Découverte australe, il le place dans La Science chez une matrice, avec un personnage qui dit à la matrice « Je vais vous lire un texte, l'homme de nuit. » Alors, c'est pas facile de démarrer parce que c'est un texte avec comment dire, pour savoir aussi s'il est en avance sur son temps ou pas. On a l'impression que Rétif d'Abretonne est à cheval entre, c'est des catégories trop strictes, mais un certain classicisme et puis une espèce de pré-romantisme, comme on a dit, ou de romantisme. Il a beaucoup plu aux romantiques allemands qui apprenaient aussi à savoir ce qui se passait durant la Révolution française en allant interroger Rétif de la Bretonne. Ô nature, je t'adore humblement prosterné. Pourquoi l'homme insensé ferme-t-il les yeux à ta céleste clarté? Tire le voile ô buffon, ôte à ton siècle la cataracte qui ferme son œil au beau jour. Un soir, là de chercher... Attendez, mon texte bouge tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardonnez-moi. Un soir, là de chercher les moyens de diminuer la différence morale et politique des hommes, leur différence physique s'offrit à ma pensée. Un hibou, c'est les techniques modernes qui font que mon écran se modifie tout seul. Un hibou, sorti du temple, me fit naître cette idée. Je me rappelais d'abord ce que Pline, je prends un texte, je me rappelais d'abord ce que Pline dit des nègres blancs dont la vue faible ne peut supporter la lumière du jour et qui ne commencent à voir parfaitement, comme les chauves-souris, qu'au crépuscule. Je me rappelais les efforts que fait cet illustre auteur pour prouver que leur blancheur est une maladie. Parce que ce qu'on appelait nègres blancs, donc c'était on dirait aujourd'hui des noirs albinos. Donc cet illustre auteur, Buffon, fait tout pour prouver que leur blancheur est une maladie. Mais que dira-t-il de leur vue? Est-ce une maladie? Je me rappelais d'avoir vu dans mon village une famille entière dont la moitié des enfants étaient bruns et les autres roux. Les roux clignotaient la paupière et voyaient dans l'obscurité. Je me rappelais que les anciens de l'Antiquité m'avaient dit que de tout temps cette famille... Non, pardon, c'est les anciens, les ancêtres, disons, les vieux de la famille, m'avaient dit que de tout temps cette famille s'était trouvée ainsi mi-partie et que cela venait des ancêtres. Je me rappelais que ces enfants nyctiluques se portaient parfaitement bien. Je songeais ensuite qu'il est d'autres pays que la Guinée, comme l'isthme de Panama, où l'on trouve de ces nyctiluques, ainsi que des hommes à queue. J'ai conclu, les hommes à queue, il en a parlé dans La Découverte australe, c'est oui, c'est des hommes avec des hommes pas loin des singes qui ont une queue. J'ai conclu de toutes ces réminiscences qu'il y eut autrefois des hommes de nuit qui voyaient, agissaient la nuit,
que les nègres actuels de la zone torride les ont peu à peu chassés ou détruits, au point qu'il ne s'en est échappé que quelques individus, dont un petit nombre se sera mêlé par le mariage avec les hommes de jour. Oui, les espèces d'hommes ont été différentes. Il y a eu des géants, on en peut douter. Tout l'atteste, il y a eu des pygmées. L'homme a été aussi varié dans ses proportions que le chien domestique dans les siennes. Et le singe, espèce voisine de la nôtre, dépose encore pour cette vérité. La destruction des géants ne doit pas surprendre. Comme la différence entre les hommes, soit de jour, soit de nuit, soit géants, soit moyens, soit pygmées, ne venait que du climat, il est sensible que le nombre des hommes moyens et des hommes de jour devait surpasser infiniment celui des autres. Les géants auront, dans l'occasion, laissé peut-être échapper des marques de mépris. Ils auront été rois, chefs. Les hommes moyens les auront détruits peu à peu, après les avoir rendus odieux. Ce ne sont pas ici des conjectures vagues, pensais-je. On voit encore des moutons géants en Sicile. Toutes les espèces d'hommes pouvaient se mêler, comme celle des chiens. Mais ce devait être une grande honte pour une géante de succomber avec un homme moyen. C'est de là que sont originairement venues les idées de l'inégalité politique. Elle est imitative de l'inégalité physique qui existait autrefois. On dit encore par métaphore un grand homme, une grande princesse, un grand roi. Une grande princesse se déshonorerait en écoutant son valet de pied, qui est cependant de la même espèce. Mais on entend cela figurément aujourd'hui, par un reste des mêmes idées qu'avaient naturellement les géants à l'égard des hommes moyens. Lorsque la fable nous représente les titans foudroyés par Jupiter, il y a toute apparence que c'est l'histoire de temps fort anciens qu'elle nous fait, grâce en soi rendue à Jupiter, car je sais que les géants, s'ils étaient mêlés parmi nous, seraient fort incommodes, à moins qu'ils n'eussent la bonté de vouloir bien nous servir d'éléphants. Mais que Jupiter n'a-t-il pas en même temps anéanti les fatales idées d'une prétendue inégalité? Je m'arrête, lecteur. Ne croyez pas que la fable soit toute fable. Buffon, puissant génie, c'est à toi de préparer cette révolution. Ne te laisse point épouvanter par les clameurs des pygmées. Ton génie est fait pour les écraser. Tel le père du jour chasse devant lui les ténèbres, les chimères, les fantômes, les vaines frayeurs et les mensonges de la nuit. Tel aussi Buffon, le flambeau de ton divin génie fera disparaître l'aveugle ignorance, le préjugé stupide, l'idiote superstition, la crédulité ridicule. Tu les pousseras devant toi et ils tomberont dans le gouffre du néant. Merci beaucoup. Pardon, mais Rétif ajoute de manière assez amusante, juste 3 lignes. Il se met lui-même en scène, lisant ça, dans la séance chez une amatrice. Le philosophe, en achevant cette pièce, jeta sur la présidente un regard qui semblait demander qu'elle donnât le signal d'une approbation générale. Elle le comprit sans doute et s'y prêta généreusement. Aussitôt, nous applaudîmes tous en chœur, comme les gratifiés de billets d'auteur aux premières représentations. Ça veut dire qu'en fait, les gens ont été payés pour l'applaudir. Bon, voilà. Merci beaucoup. Je pense que nous allons enregistrer la lecture complète de la découverte de en 1000 pages. Ouais. Ça sera plus court que la recherche du temps perdu. Bon, oui. Pourquoi je voudrais ajouter une chose sur les théories évolutionnistes et eugénistes. Rétif se prend pour un homme singe, pour un nègre blanc, probablement parce que, vous allez me dire que je fais aujourd'hui ce qu'on appelle de la psychologie à la petite semaine, mais je ne crois pas, c'est tout son itinéraire autobiographique. Parce qu'il n'est pas de la haute société, parce qu'il n'est pas même de la ville, et il est révolté parce qu'il découvre du monde moderne, et il écrit en observateur et en réformateur. Et parce qu'il veut croire au progrès, c'est la raison, je crois, pour laquelle il imagine que la nature elle-même progresse, ce qui lui permet en retour de s'appuyer sur la nature et les sciences naturelles, pour dire que politiquement, il faudrait faire progresser les choses, tout comme les choses progressent naturellement. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il invente et la raison pour laquelle d'autres auteurs inventent plus tard, mais enfin, il y a aussi d'autres théories différentes. Darwin, c'est un peu différent. La raison pour laquelle on invente le transformisme, c'est pas seulement parce que
il est vrai que ce n'est, enfin, selon moi, hein, que athée, que ce n'est pas Dieu qui, d'ailleurs, il y a des croyants qui le croient aussi à l'évolutionnisme, parce que ce n'est pas Dieu qui a créé les espèces, mais parce qu'elles ont évolué naturellement, si on peut dire, hein, ou artificiellement quand les hommes sélectionnent les animaux. Rétif est d'ailleurs d'un monde paysan qui sait sélectionner les animaux et aussi les végétaux. Il invente l'évolutionnisme parce qu'il rêve que la société évolue. Et comme on ne peut jamais voir la transformation des espèces, il faut comprendre que la théorie de l'évolution, c'est une théorie d'abord de l'histoire avant d'être une théorie biologique. C'est une théorie de l'histoire de la transformation du biologique. Et ensuite, il s'appuie sur cette théorie de la nature pour dire que puisque dans la nature, les hommes sont tous frères, eh bien, il faut être tous frères, et puisque y compris quand ils viennent de différentes espèces d'animaux, et puisque ça se transforme et ça se perfectionne, eh bien, il faut espérer aussi cette perfection politique. Ce qui explique aussi, et ça mérite une drôle de méditation, parce que c'est assez troublant, que l'eugénisme qui nous a tant choqués à travers l'eugénisme nazi, et qui était en réalité un eugénisme partagé, enfin les projets eugénistes étaient partagés par l'immense, pas tous, mais une très grande majorité de savants, biologistes, anthropologues, etc., de très nombreux pays, et pas du tout spécialement les nazis, hein, ou les Allemands, disons. Il y a eu beaucoup d'eugénisme en fait américain au début du XXe siècle, pardon. Les lois nazies s'en sont d'ailleurs inspirées, hein, donc consistant à vouloir améliorer le niveau physique et moral, disons, d'une population, parfois d'une race, parfois pas, ça dépend. L'eugénisme n'est pas forcément raciste. L'eugénisme a été pensé en fait comme un projet progressiste. Et nous, on aurait tendance à croire aujourd'hui que l'évolutionnisme, c'est une relative réalité, même si on ne peut pas le démontrer, hein, bon, mais c'est beaucoup plus sûr, si vous voulez, que de croire que Dieu a inventé toutes les espèces il y a 4000 ans, hein, ou 6000 ans, ou 4000 ans avant Jésus-Christ. On pourrait croire que l'eugénisme est une dérive mauvaise de l'idée transformiste, alors qu'en fait, le projet pratique, technique, scientifique et politique, en fait, eugéniste, d'amélioration de la population, précède et est à l'origine de l'idée théorique et scientifique du transformisme ou de l'eugénisme. C'est parce que des gens ont voulu améliorer la nature humaine comme ils avaient pu améliorer les végétaux ou les animaux, ou croire les améliorer, qu'ils ont voulu améliorer l'humanité. Et le principal, comment dire, le principal mode d'attaque contre cet eugénisme, c'est de comprendre que ce n'est pas un humanisme, parce que ça ne consiste pas à ce que chacun se perfectionne, mais ça consiste en ce que des dirigeants intellectuels ou politiques décident de vouloir améliorer une population qu'ils considèrent excusez la formule, mais comme des pions, comme des gens qui ne valent rien, parce que ce qui vaut, c'est la vision globale et politique de toute une population. Alors, le texte de Rétif d'Abredon, il permet aussi de comprendre ça, il permet de comprendre comment on a pu associer parfois progressisme et colonialisme, ce qui pose problème, mais dans les deux sens. Peut-être que c'est pas facile de dire tout bêtement que c'est ignoble de vouloir diffuser les lumières auprès de gens qui ne connaissent même pas l'écriture. Mais il faut aussi avoir le regard, bien sûr, critique à l'égard du colonialisme. Enfin, ça me paraît évident. Mais c'est un texte qui aussi permet de comprendre comment on invente le transformisme, de comprendre que l'eugénisme a pu être pensé comme un progrès, quand il ne cherche pas à éliminer, mais seulement à améliorer, mais qu'en soi, ce n'est pas une bonne chose, parce que ça consiste à vouloir améliorer aux dépens de chaque individu.
C'est-à-dire que dans la fiction de Rétif de la Bretonne, il y a des êtres dont il est pensé qu'il vaut mieux qu'il n'ait pas d'enfants. Ce qui est aussi d'ailleurs pas si simple que ça. Enfin, c'est pas sûr qu'il faille tout le temps condamner ça. Ça mérite réflexion, disons. Bon, on dit que c'est des problèmes dits de bioéthique. Hein, bon. Et encore une minute. Ouais. Et pour revenir à ta question initiale et à Rétif de la Bretonne en même temps, disons que c'est quelqu'un qui, il y a déjà eu des dissociations entre science et littérature et philosophie avant le 19e siècle, disons, mais Rétif est comme on dit, un philosophe des Lumières, en l'occurrence peut-être un homme de nuit des Lumières qui éclaire les philosophes de jour, et qui a cette dimension transdisciplinaire ou indisciplinaire qui le mène à mettre ensemble des choses, hein, comme dans ce livre-là très composite et étrange, qu'ensuite des gens plus sérieux ou venus d'une époque où on les dissocie davantage ne mettent plus ensemble, et du coup, eh bien, paradoxalement, on comprend plus ce que c'est que la biologie, l'évolutionnisme, l'eugénisme, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. C'était un tour très complet autour de la découverte australe. Et maintenant, je vous propose que vous allez ouvrir vos micros et vous levez la main si vous voulez poser une question à Laurent. Vous avez déjà vu qu'il peut répondre à toutes les questions. Vous pouvez aussi poser des questions difficiles. Bonsoir. Alors, bonsoir et merci pour votre lecture, et je voudrais bien savoir s'il y a quelques relations ou comparaisons entre Rétif et les voyages de Gulliver de Jonathan Swift dans la littérature anglaise. Oui, ben c'est ça, c'est comme Rainer a dit, Frédéric, là, on a le droit de poser des questions difficiles, donc je n'arrive même plus à me rappeler si j'ai lu tous les voyages de Swift ou pas, mais j'ai demandé, on a tellement de choses à lire pour arriver à éditer La Découverte australe, que j'ai demandé à Adrien aujourd'hui même là d'aller chercher, vous avez trouvé ça ridicule et honteux, mais un fidèle résumé des voyages de Gulliver, parce que je pense que j'ai lu des extraits et pas tout, mais je vais essayer de vous répondre. Il y a, pour ce que je connais de Swift, bon, d'abord, il n'y a pas une ironie aussi violente et mordante que chez Swift, parce que Swift, c'est absolument extraordinaire de ce point de vue-là. Il imagine, par exemple, pour dénoncer c'est un texte qui m'a beaucoup frappé de Swift, pour dénoncer la misère dans laquelle vivent les Irlandais, il imagine que on pourrait créer un trafic de bébés pour faire manger les bébés, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est absolument horrible. Et comme ça, les Irlandais élèveraient des bébés et les donneraient les vendraient pour les manger, bon, tellement ils sont pauvres. Et bon. Mais il y a de l'humour et de l'ironie forte, néanmoins, chez Rétif, et il y a un lien là-dedans. Bon. Les voyages de Swift sont peut-être plus satiriques que utopiques en même temps, mais là, j'ai peur d'oublier des passages. Disons que la balance pèse plus peut-être vers la satire que vers la proposition politique positive chez Swift. Et puis, il y a quelque chose à quoi on a réfléchi là avec Adrien Chapelle, ici présent, en découvrant récemment une extraordinaire encyclopédie de la science-fiction en anglais, ça s'appelle Encyclopedia of Science Fiction, en ligne, mais c'est avec des dizaines de milliers d'entrées. Un article sur l'archipel. Et cet article évoque les textes qui sont les plus centrés sur l'archipel. Et avant Rétif donc il y a La Découverte australe, avec une série d'îles, et vous avez vu. Bon. Et puis auparavant,
deux textes majeurs, selon l'auteur de cet article, l'Odyssée, dans lequel le voyage d'Ulysse permet de découvrir une série d'îles dans lesquelles il y a à chaque fois des aventures et des leçons morales peut-être à tirer, et le texte de Swift. Donc, je crois que le rapprochement est très important et je vais d'ailleurs continuer à le creuser. Merci beaucoup. De demain. Merci beaucoup. Alors, une autre question, s'il vous plaît. Oui, Claude. Allô? Vous m'entendez? J'ai peut-être pas le micro. Monsieur Klein. On m'entend mal. On t'entend bien, Claude. Oui, Claude. ok. C'est un petit aparté, mais hier soir, il se trouve que j'ai vu sur Arte l'histoire du cosmos, des cosmogénies. Et enfin, un peu comme. Et ça m'a beaucoup rappelé, Rétif, quand même, l'engendrement des pulsars et de la matière noire qui, par leur jet, en quelque sorte, engendrent des planètes. Et je voulais savoir simplement, est-ce que finalement, je connais la découverte australe, je n'ai pas souvenir qu'il y ait vraiment on ne retrouve pas exactement les cosmogénies comme dans la physique de Rétif. N'empêche que dans la physique de Rétif, il y a effectivement cet engendrement des planètes mâles et femelles, etc., qui engendrent la vie sur Terre. Donc, ça s'inscrit quand même aussi, cet évolutionnisme s'inscrit aussi dans une grande histoire de la vie sur Terre. Oui, oui. Alors, donc, dans l'ensemble de la découverte australe, il y a aussi donc ce texte, je l'ai à peine évoqué tout à l'heure, là, je ne sais même pas si j'ai dit le titre, mais donc c'est les cosmogénies ou les formations de l'univers. Et ça aussi, à chaque fois, enfin, quand on découvre ça, on se demande ce que ça vient faire là. Hein. Et puis, en fait, c'est que Rétif replace l'histoire de la transformation des espèces et de notre civilisation qui mène au salon parisien et à l'éloge de Gluck ou à la critique de l'impossibilité pour les femmes fauves de se marier. Il replace tout cela dans un espace encore beaucoup plus immense qui est celui de l'univers, qu'il apporte lui-même de manière transformiste. Et donc, Rétif a une théorie de l'évolution de l'univers. Et effectivement, c'est plutôt dans la physique, tu as raison, Claude, qu'il y a une théorie très développée et assez extraordinaire qui est en même temps sexuée. Hein, c'est-à-dire qu'il y a les… Mais ce qui m'a frappé dans la présentation d'Arte hier, c'est que effectivement, il parlait aussi comment finalement les trous noirs engendraient en quelque sorte, les pulsars engendraient d'autres formes, etc. On avait l'impression d'entendre du Rétif, quoi. C'était très, très impressionnant. Ben, moi, ça m'a beaucoup plu au moment où je travaillais sur la physique de Rétif de la Bretonne il y a très longtemps, de lire en même temps des théories contemporaines sur ce qu'on a appelé par exemple le Big Bang et le Big Crunch et l'expansion de l'univers, et aussi des théories du temps même de Rétif ou à peu près, des théories de Kant sur le cosmos, et bon, ou d'autres encore, ou de Laplace. Bon. Et celui qui va le plus loin, mais sous une forme imaginative qui paraît délirante et impossible, mais qui est très heuristique, qui fait découvrir vraiment des choses, c'est encore Rétif de la Bretonne, hein, enfin par rapport à Kant ou à Laplace par exemple. Donc Laplace, il croit en gros que l'univers ne bouge pas. Hein. Ça évolue un petit peu. Il essaye de ramener, c'est très intéressant Laplace, mais bon, il essaye de ramener des irrégularités à des régularités. Donc c'est très juste, c'est très passionnant, et Laplace est un grand scientifique. Et Rétif, il invente en fait avant la lettre une espèce de Big Bang et de Big Crunch. Et ça se passe comment? Il y a Dieu et la nature qui copulent. Ça crée une sorte d'explosion qui fait, aujourd'hui on dirait à la suite de, je sais plus qui a inventé la théorie de l'expansion de l'univers. Et donc l'univers s'étend. À partir de là, des comètes. Je glose un peu ce que tu disais, Claude, hein, dans le vocabulaire de Rétif de la physique en 1796. Ça crée des soleils. Il y a des soleils
qui eux-mêmes éjectent des comètes qui, en vieillissant, deviennent des planètes. Et puis, au fur et à mesure que ces êtres-là perdent de l'énergie, ils reviennent sur eux-mêmes. Alors, ils se féminisent, donc quand c'est vif, c'est masculin, et quand c'est affaibli, c'est féminin. Et puis, bon, je me permets d'en rire. Bon. Mieux vaut en rire. Mais bon, de très très grands savants de l'époque ont inventé des choses tellement plus ridicules d'un point de vue sexuel. Par exemple, Leibniz a imaginé… J'ai trouvé que le discours qu'on tenait dans l'explication d'Arte sur l'évolution de l'univers avait exactement la même teneur, en fait. Oui, c'est qu'en fait, ce sont des choses sur lesquelles on peut tellement fantasmer parce que ça nous dépasse, que je crois que les théories les plus solides, enfin appuyées sur des techniques, sur de la mathématique aussi, bon, finissent quand même par reprendre des thèmes, enfin, je ne sais pas comment dire, occupent le terrain de thèmes ancestraux et mythiques. Par exemple, est-ce que l'univers va continuer à s'étendre ou est-ce qu'il va se ramasser sur lui-même? On retrouve ça dans des mythes anciens. Oui. Bon, maintenant c'est le tour à Marius Mitrache pour nous poser une question. Bonsoir, félicitations pour cette présentation. Il vient de la Roumanie. Nous C'est ça. sommes internationaux ce soir. Il manque très peu de pays dans le monde. Bonsoir, Oui. Marius. Bonsoir, merci pour cette présentation très intéressante. Juste une petite question. Quelle fut la réception par ses contemporains de ce texte? Les autres auteurs, ses confrères écrivains, comment ont-ils réagi à la publication de ce texte de Rétif? Merci. Oui, alors, j'essaye de répondre. En 2 heures. Je ne sais pas s'il a été… Bon, je vais essayer d'être plus court, pardon pour le représentant de la Roumanie, mais je ne suis pas sûr que j'arrive à être plus court. Mais, je ne sais pas si le texte a été beaucoup lu. Pour les théories scientifiques, puisque pour Rétif, c'est totalement à la fois c'est un roman physique, c'est à la fois un roman et puis ce sont des théories. Elles ont été totalement ignorées, sauf peut-être, mais j'ai pas assez enquêté là-dessus, mais enfin je sais des choses un petit peu, par des philosophes allemands qui étaient du côté de ce qu'on appelle la naturphilosophie et qui ils ont peut-être associé beaucoup plus science et spéculation métaphysique peut-être, hein, ou inspiration religieuse et un peu non pas des lumières mais illuministe, disons, ou quelqu'un comme Goethe, là je sais pas si lui il a lu Rétif, mais peut être sensible à des choses un peu, enfin, associant, disons, science et fiction. Mais Rétif a par exemple voulu, pour tout son travail, entrer dans l'institut, le nouvel institut national qui remplaçait les académies à partir de la Révolution française. Et il n'a pas pu y entrer, et il n'a pas été considéré comme comme un auteur digne de ce point de vue-là. Bon. Pour répondre à la question de tout à l'heure de Heiner sur Lamarck a-t-il lu Rétif, en fait, Lamarck a lu un géologue, et les théories sur l'évolution des espèces sont en rapport avec les théories sur la géologie, parce qu'on retrouve dans des couches, dans des strates de couches géologiques, des fossiles qui permettent de supposer qu'il y a une transformation des espèces. Donc Lamarck a lu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un géologue important, qui lui avait lu avec un vif intérêt Rétif d'Abreton. Et pour ce qui est de son œuvre entière, enfin non, de la découverte australe, il n'a pas dû être bien reçu parce que il est tout content qu'il dit qu'il y a eu au moins une personne qui a reconnu. Bon, c'est plutôt là ses idées scientifiques. Hein. Voilà. Et après, on peut parler de l'œuvre de Rétif en général, c'est-à-dire que en fait, les philosophes français les plus connus, donc pendant très longtemps, ont été Voltaire et Rousseau, enfin réputés les plus connus du moins. Diderot
qui m'intéresse beaucoup n'a presque rien publié de toutes ces œuvres qu'on admire aujourd'hui de son vivant, parce qu'il est allé en prison dès la première intéressante, en gros, pour simplifier. Et puis, il devait travailler pour l'encyclopédie, et il avait promis de ne pas publier de son vivant. Et on a commencé vraiment à bien connaître l'œuvre de Diderot après la Seconde Guerre mondiale. Jacques le Fataliste, qui avait été tant admiré par Goethe, il est enfin célébré, pour de mauvaises raisons d'ailleurs, par les nouveaux romanciers après 1945, et on découvre encore plein de choses de lui au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Et pour ce qui est de Rétif de la Bretonne, eh bien, c'est probablement, à part bien sûr des éclaireurs auparavant, notre petite société Rétif de la Bretonne, dont il y a quelques membres là, ici ce soir, et d'abord Pierre Testu, qui manifestement a disparu, le mec qui inaugurait sa caméra aujourd'hui, enfin d'ailleurs on l'a pas vu, bon, mais enfin, qui était là, qui a tellement fait connaître l'œuvre de Rétif après d'autres, mais que il l'a fait entrer en Pléiade, par exemple, hein, et son œuvre, par exemple, il a écrit une autobiographie, Rétif de la Bretonne. Bon, pour aller vite, on pourrait considérer que c'est la plus grande autobiographie après les Confessions d'Augustin et après l'autobiographie de Rousseau. Et c'est entré en Pléiade il y a, je sais plus, enfin 10 ans, 15 ans, je sais plus trop. Et c'est pas ça, Françoise, tu peux allumer ton micro, répondre, hein, peut-être ça fera pas trop de bruit. En 1989. Ouais. Donc il y a 30 ans à peu près. Hein. Et ça commence à être... Mais la découverte australe a été, alors ça c'est un grand signe en France, au programme de l'entrée à l'école normale supérieure il y a quelques années. Mais le texte était tellement mal édité que c'est la moitié du texte qui était là et personne ne savait que l'autre moitié n'était pas là. Les images que vous avez vues n'étaient pas là, etc. Mais ça veut dire que Rétif de la Bretonne commence à être un des... Enfin, commence, non... depuis 30, 40, 50, Oui. Depuis une trentaine d'années, disons, commence à être reconnu comme un des plus grands écrivains philosophes et les plus originaux, ça c'est sûr, de ce qu'on appelle les Lumières françaises. Merci, merci bien. Je voudrais profiter de cette occasion de faire une toute petite publicité. Laurent, en 2013, il m'a répondu pendant presque 2 heures, 1h30 sur Denis Diderot. Les deux films, vous pouvez le voir sur mon blog France Blog Info. Bon, c'était pour vous rappeler. Alors, d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, vous ouvrez votre micro. Voilà, ça y est. Non, c'est un petit complément à ce qui vient d'être dit. De son vivant, Rétif était quand même très, très connu. Les Contemporaines, 42 volumes, ont été réédités 3 fois. Alors évidemment, c'est pas 50 000 exemplaires à chaque fois, mais c'est probablement 4 5 000, 5 6 000 exemplaires pour chaque édition. Le Paysan perverti est un vrai succès de librairie. Et puis, les lettres des lecteurs qui sont publiées dans la deuxième édition des Contemporaines sont de véritables lettres de vrais lecteurs venus de toute la province, même de l'étranger, de Suisse, etc. Alors, par contre, pour la découverte australe, je ne sais pas quel a été le succès. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, la découverte australe est sûrement un des rétifs les plus recherchés, mais exclusivement pour les gravures de Binet. Je pense. Oui, en fait, donc j'aurais dû répondre autrement en disant que il a ensuite été écrasé ou oublié au profit des plus grandes figures, mais au 19e et au 20e siècle, alors, c'est ça? Ça dépend pour quelle œuvre. Hein. Oui, tout dépend des œuvres. Bon, il y a des œuvres qui ont été totalement oubliées, mais à partir du Paysan perverti, il y a quand même régulièrement dans la presse
même chez Grimm, etc., des critiques qui ne sont pas toujours favorables, mais des ouvrages, quand ils paraissent, sont critiqués. Merci bien. Alors, vous avez encore des questions? Est-ce que je peux encore motiver quelqu'un à poser une question difficile à Laurent? Il y avait Françoise. Excuse-moi, tu as Monsieur Andro. Non, mais Françoise, peut-être. Moi, ce n'est pas une question. Madame, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup Laurent pour ta communication. J'ai compris beaucoup de choses en t'écoutant et notamment le lien, je trouvais très très intéressant ce que tu expliquais du lien entre la découverte australe et les Nuits de Paris, hein, avec cette du hibou spectateur nocturne et le lien que tu as pu établir effectivement entre la lettre d'un singe par exemple et puis cette figure. J'avais jamais pensé, c'est très très intéressant. J'ai trouvé très intéressant aussi ton analyse du transformisme, hein, et pourquoi est-ce que Rétif effectivement défend cette hypothèse. Ma question portait sur la nature du récit et du récit scientifique. Et parce que c'est vrai qu'en lisant Buffon ou en lisant un petit peu de Benoît de Maillet, ou, voilà, ma question n'est pas claire, mais en fait, c'est vrai qu'on peut être étonné par le culot de Rétif qui, après avoir abordé tout un tas de sujets, notamment moraux, politiques, etc., s'improvise scientifique avec la découverte australe à partir d'une formation d'autodidacte. En même temps, la question du récit, elle est centrale en fait, hein, dans l'élaboration de l'histoire naturelle notamment. Et ma question portait sur, en fait, tu disais tout à l'heure que Rétif effectivement n'avait pas réussi à s'imposer comme scientifique. Il n'est pas élu à l'Institut national, même dans la classe des sciences morales et politiques. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement, à ton avis, le récit scientifique que Rétif tente de mettre en œuvre dans la découverte australe d'autres types de récits scientifiques qui ne sont pas plus fondés, si on regarde les récits de Buffon, par exemple, tu vois, sur les époques de la nature, etc., puisqu'en fait, Buffon se trompe en fait, dans ses hypothèses. Donc, pour toi, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un récit scientifique à l'époque et comment se positionne Rétif par rapport à ce genre et par rapport à ce type d'investigation? Alors, je ne sais pas, ma question est peut-être beaucoup trop vaste pour le temps dont on dispose ou mal posée, mais je trouve que c'est une question fondamentale pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'effectivement il se sent légitime pour parler de science alors qu'en fait pour nous, voilà, il n'y a pas du tout une formation qui lui permet de le faire, et pour mieux situer aussi son positionnement par rapport à ses contemporains et par rapport à ses sources. Bon, non, elle est très bien posée, mais c'est une question difficile. Et, peut-être la différence différence relative entre ce que fait Rétif d'Aboton et ce que fait par exemple Buffon dans son histoire naturelle et aussi dans son volume sur les époques de la nature, c'est que Rétif peut-être en fait ne croit que probablement il apporte des idées vraiment très importantes, mais il n'a pas l'air de jouer le jeu de la forme littéraire du récit scientifique, disons. C'est-à-dire que, regardons par exemple la découverte australe, là, il mêle tellement de choses. Il parle pas en son nom, par exemple, mais il se met dans la peau de différents personnages, y compris d'un homme singe. Bon. Ou bien même il invente que c'est une œuvre posthume, et puis ensuite que c'est un pseudonyme là d'Ulysse qui transmet à un autre pseudonyme, Timothée Joly, qui transmet, bon, et que ces idées lui viennent d'un Australien, enfin, ou d'un méga Patagon. Bon. Donc finalement, c'est peut-être, enfin, c'est ta question qui me fait penser à ça. J'ai pas jamais formulé comme ça avant, mais il est justement dans ce mot que j'avais inventé ou réinventé, l'indisciplinarité,
alors même que, même si les disciplines ne sont pas aussi dissociées que, disons, à partir de la bascule du 18e au 19e, enfin, à partir du début du 19e siècle, disons, il va très loin dans l'hybridation volontaire de genres qu'il connaît quand même, et qu'il connaît très bien assez pour en jouer et les hybrider. Et là, je sens qu'en répondant, je m'inspire justement aussi de ce que toi-même tu as étudié. Et aussi, on pourrait rajouter le fait qu'il est souvent aussi dans l'humour, quelque chose n'avait pas... Enfin, oui, dans l'humour et l'ironie ou la distance. Donc la distance par le jeu de dédoublement que Claude aussi a déjà analysé, hein, de dédoublement de porte-parole, la distance par la confrontation de différents bouts de texte de nature différente entre eux. Bon. Et même dans la physique de Monsieur Nicolas, là, qui paraît, enfin, c'est pas une fiction, en gros, c'est un ouvrage de philosophie, une théorie avec des morceaux numérotés. Ben, quand même, c'est un volume qui fait partie de la philosophie de Monsieur Nicolas, qui suit lui-même l'autobiographie de Monsieur Nicolas. Et Monsieur Nicolas, c'est lui, hein, Nicolas Henry d'Abreton. Donc, résultat, il mêle la première grande théorie générale du transformisme et aussi une théorie d'évolution du cosmos à son autobiographie. Donc, ça se fait pas, ça. Enfin, dans le milieu savant. Donc, des théories de Buffon peuvent nous paraître discutables. Les grandes théories de Darwin, c'est pas du tout si simple que ça. Il y a plein de manières aussi de les remettre en partie en cause, pas de remettre l'évolutionniste en cause, mais bon, des théories vraiment très reconnues de très haut niveau sont discutables et relèvent aussi de l'imagination et du récit, contrairement à ce qu'on croit. Mais lui, il fait donc un travail consistant à vouloir, par la fiction, inspirer peut-être des idées philosophico-scientifiques, sans pour autant, sans jouer le jeu scientifique. Je sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai l'honneur de vous demander encore s'il y a des questions. Vous avez vu que Laurent sait répondre à des questions difficiles. Si vous ne levez plus la main, s'il n'y a plus de questions. Ah, Véronique. Oui, alors moi je ne sais pas si c'est une question, mais effectivement, la discussion là entre Françoise et Laurent sur cette question du rapport de Rétif à une scientificité, bon, une question qui a un abîme intellectuel passionnant, hein. Donc voilà, c'est pas un petit lièvre là. Mais moi, il y a un truc qui me gêne, quoi, dans la réponse que finalement, Laurent, tu apportes à partir du cas de Rétif, qui serait que eh bien, Rétif ne joue pas le jeu des normes scientifiques de son époque. Voilà. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est que on ne peut pas pour autant réduire une scientificité dont nous avons besoin, hein, à cette histoire de règles du jeu, même si, dans le cas de Rétif, comparé à d'autres théories qui n'ont pas mieux résisté, nous nous trouvons devant cette réponse que certains jouent les règles du jeu et puis d'autres non. Je pense qu'il n'y a pas que ça, parce qu'au présent, aujourd'hui, quand je m'interroge sur les choses enfin, qui n'ont rien à voir avec les sciences de la nature, hein, et qui sont vraiment des domaines directement baignant dans l'idéologie avec une évidence qui me paraît très très lourde, là, moi, je ne peux pas simplement dire qu'il y a des gens qui jouent les règles du jeu, enfin, qui respectent les règles et d'autres non. Parce que les théories les mieux éprouvées ou les mieux respectées, à un moment donné, présentent des fragilités
dont les gens sont capables de s'apercevoir à une époque donnée, même s'ils n'ont pas les réponses. Donc, par exemple… ou non? Pardon, vas-y, mais pour moi, c'est très, très difficile de réduire la scientificité à une question de respect des règles du jeu, parce que tu vois, Einstein, il n'a pas respecté les règles du jeu, c'est pas la question. Il a envoyé sa fusée dans la Lune, et puis les autres, ils ne les ont pas envoyés. Voilà. Oui, mais… alors, Laurent. Oui, je réponds. Alors d'abord, Einstein était persuadé que le cosmos ne bougeait pas. Il préférait que ça bouge pas. Donc il a été toute sa vie, je crois, contre la théorie de l'expansion de l'univers. Mais il a inventé d'autres choses absolument passionnantes. Mais j'ai peut-être troublé avec en employant une expression qui paraît, comment dire, légère et superficielle. Peut-être que je me mettais du côté du jeu de la fiction de Rétif pour répondre en disant qu'il il joue un autre jeu qui est celui du romancier finalement, Oui, du romancier philosophe, mais c'était pas pour autant pour réduire la science à un jeu ou une posture, parce que, enfin, Rétif n'entre pas dans ce cadre-là, pour pas dire ne joue pas le jeu, mais il en serait probablement incapable aussi, et ça n'empêche pas, comment dire, ça n'empêche pas de penser, de ma part, que le travail scientifique est un jeu très sérieux, mais qui suppose une certaine, donc on peut retirer le mot, mais ça revient au même pour moi, mais enfin bon, c'est peut-être mieux de le dire autrement, une certaine quand même manière d'écrire et et une certaine méthode qui n'est pas du tout la méthode d'écriture et d'imagination d'un Rétif. Et il se trouve que ça interfère, là j'y peux rien moi aussi, j'y peux rien si ce que je connais de savants les plus sérieux relève aussi de cette imagination qu'on croit ne pas relever de la science, et si Einstein est passionnant pour la relativité et complètement bloqué du fait d'autres raisons idéologiques dans l'idée d'une expansion, contre l'idée d'une expansion de l'univers, et pour certainement d'autres choses encore. Donc en fait, peut-être ce qui t'a frappé, alors que tu es romancière, donc tu sais ce que c'est qu'un jeu de romanesque, c'est sûrement le fait que ça paraît être un peu écarté d'un revers de main facile ce qui serait rigoureux dans la science. Donc, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais dans les hypothèses de Rétif, il y a des choses vraiment loufoques et qui ne collent pas. Mais en même temps, il y a des choses très, très puissantes et très intéressantes qu'on retrouve encore chez les plus grands savants, en biologie par exemple, ou en cosmologie. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a plus de questions, nous touchons à la fin, mais je voudrais, avant de vous laisser partir, faire un tout petit peu de publicité. La semaine, le 5 mars, je vous propose une autre soirée littéraire autour de sur mon site Romanistique Info. Vous trouvez un compte rendu du livre, un manuel de photographie, Michel Sicard et Moshgan Mosley, temps interférentiel dans la photographie. Et ce petit livre sera l'objet probablement de la soirée du 5 mars. Michel Sicard est trésorier aussi du groupe d'études sartriennes à Paris, et nous avons ensemble enregistré presque 12 heures autour de Sartre et sa philosophie, ce qui va paraître un jour en livre en librairie en France. Et nous avons un rendez-vous le 5 mars auquel je vous invite cordialement. Alors, je ne sais pas si j'ai pas bien regardé, mais je pense qu'il n'y avait plus de questions. Et donc, je remercie infiniment mon ami Laurent de nous avoir répondu si savamment sur Rétif de la Bretonne. Et nous allons certainement nous retrouver bientôt avec un autre sujet. Je vous remercie beaucoup de votre présence. À bientôt.
Merci à vous aussi. À bientôt, Ayman, merci. Merci. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci à toi et à Merci vous tous. beaucoup. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.